il n'y a pas une façon d'arriver à l'endroit qui nous est destiné. Et je ne suis pas convaincue que l'école fasse tout, surtout au vu des valeurs qui sont défendues au sein de l'éducation nationale aujourd'hui. Pas nécessairement se conditionner à devenir ce que la France la force à devoir être. Ça, c'est hyper important aujourd'hui, je pense. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville. Bonjour Narges, merci, c'est très gentil d'être venu chez Value. Comment tu vas? Écoute, ça va super, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation, je suis très contente. C'est vrai? Ouais, super. Habitué à ce genre d'exercice? Habituée, oui. Après, est-ce que je préfère... est-ce que c'est ce que je préfère je sais pas. C'est toujours compliqué de se retrouver dans la posture de l'interviewer, je dirais. Et alors? Tu préfères quoi? Tu préfères poser des questions? Te confier? Je pense que je préfère faire parler les gens. J'ai la sensation que ce qui est le plus intéressant, c'est d'écouter les autres. Et puis moi, j'ai toujours eu ce truc où j'avais envie d'écouter les histoires des autres. Et puis aussi de tendre mon micro. Voilà, ça peut être aux artistes ou aux gens de façon générale. Je pense que ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est écouter et faire parler les gens. Et quelque part, c'est comme de la psychologie ou de la psychothérapie où tu endosses le rôle d'un psy. Je ne sais pas si je dirais que j'endosse le rôle d'un psy, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une part d'écoute à avoir pour faire ce travail. C'est un endroit où il faut apprendre à mettre de côté ses propres considérations. C'est-à-dire que quand on est dans le rôle, en tout cas dans l'exercice journalistique, on pose des questions aux autres. Ça peut amener chez nous des réactions, ça peut être en référence avec ce qu'on a pu vivre soi-même, mais c'est vrai que j'ai toujours eu pour habitude de laisser ma vie personnelle de côté, dans le sens où je suis vraiment là pour faire parler les gens et pour les écouter, moins pour dire « Ah oui, c'est vrai, moi aussi ». Voilà, je pense que c'est pas l'endroit ni le lieu pour ça. Donc moi, j'ai eu beau fouiner un petit peu partout, c'est assez difficile de trouver des infos à ton sujet. Ah ouais. Ok. Mais on est là pour en savoir plus, Ben oui. d'accord? Où est-ce que tu as grandi, toi? Alors moi, j'ai grandi dans le 78. J'ai grandi à Borgard, donc c'est une cité en haut de Poissy. D'ailleurs, mes copines, quand j'étais à la fac, se moquaient pas mal de moi parce que j'étais à Assas à un moment. Donc, gros décalage. Tu l'as senti, toi, ce décalage? Ah ouais, je l'ai senti, ouais. Parce que Rokhaya, justement, elle m'en parlait la dernière fois. Et elle disait qu'elle a subi le racisme, que c'était vraiment flippant. Le double racisme. Pourquoi? Parce qu'elle était renois, bien sûr. Et parce qu'elle habitait à La Courneuve à ce moment-là. C'est ça. Bah ouais, moi, en fait, ça a été l'un des plus grands chocs de ma vie. On va dire que pendant toute mon enfance, je me suis challengée dans le sens où j'avais plein d'envies, notamment d'études supérieures, mais que j'avais tendance à avoir peur de sortir de mon confort, de mon quartier, de ma cité. En fait, moi, je vivais vraiment... Borgard, c'est un plateau, c'est en hauteur. À côté, il y a la forêt. Et on va dire, le centre-ville, c'est plutôt bourgeois. Et le fait est, en tout cas, dans ma compréhension du monde à cette époque-là, ce qui s'est passé surtout, c'est que je suis passée de Borgard, donc le plateau, à un collège un peu... J'avais l'impression qu'il était bourgeois, tu vois. Je me disais, les gens ont plus d'argent que moi, j'étais pas avec beaucoup de personnes racisées, donc déjà, ça a été mon premier choc. Et très vite, c'est ce qui fait que quand j'ai dû aller au lycée, j'avais deux options. Soit j'allais au lycée dans une banlieue plus bourgeoise à Saint-Germain-en-Laye, soit j'allais au lycée où j'étais de facto sectorisée, qui était le lycée qui était dans ma cité, le lycée Le Corbusier. Et en fait... je suis allée faire un petit tour à Jean-Baptiste Poquelin à Saint-Germain-en-Laye et j'ai eu peur, en fait. Donc, je suis partie dans mon lycée à côté de la maison. Et donc, du coup, quand je suis arrivée à Assas bien des années plus tard, c'est vrai que moi, ça a été un choc énorme parce qu'en fait, j'arrive, je me dis, je suis maghrébine, je vois pas de maghrébins, je vois pas de noirs, très peu de personnes racisées. Je vois écrit des trucs en mode syndicat de droite qui se félicite d'être bien en place dans cette université. C'est une université où je vois des croix gammées sur des tables, tu vois. Alors après, c'est
je pense pas le seul endroit malheureusement, parce qu'on vit dans une époque où les extrêmes montent et le racisme est grandissant. Mais c'est vrai que j'ai toujours été dans ce truc où je suis une meuf de cité. J'ai grandi avec les miens et j'étais dans un confort. Voilà, ça me plaisait et en même temps j'avais besoin de vivre d'autres choses et de connaître, tu vois, d'autres environnements. Donc je pense qu'à des endroits, je suis un peu ce qu'on appelle une transclasse, c'est-à-dire que j'ai forcé par les études mon statut social de départ. On dit souvent que on met plusieurs générations finalement à pouvoir sortir de sa condition sociale. Et je dirais que ce changement de classe, si je peux dire ça ainsi, c'est quelque chose qui va, en tout cas moi, durant toute mon adolescence et ma vie de jeune adulte, à la fois me pousser et en même temps m'effrayer. J'ai ma fille, moi, qui est à un petit tournant de sa vie. Là, elle est en 3e, elle va passer au lycée prochainement. Et elle travaille hyper bien à l'école, elle a 17 de moyenne. D'ailleurs, c'est bien, je suis très fière d'elle et je lui ai donné un petit peu plus d'argent de poche ce mois-ci. Et elle a le choix entre aller dans le meilleur lycée de Paris, enfin le meilleur lycée entre guillemets, hein, ouais. Voilà. Et mais ils bossent H24 comme des oufs. Apparemment, il y a une énorme pression des professeurs, etc. Tu vois, du corps enseignant. Et ou sinon d'aller dans un lycée de secteur un peu plus cool, tu vois. Moi, a priori, tu vois, j'ai envie de la pousser dans le meilleur lycée, mais tu vois, est-ce que tu as un conseil à lui donner? Je pense qu'il faut que ça vienne d'elle-même. Il faut en discuter avec ta fille et voir déjà où elle a envie d'aller. Est-ce qu'elle a cette capacité aussi à supporter la pression aussi jeune? C'est vrai qu'on met beaucoup de pression sur les enfants dès la maternelle. Il y a un rythme qui est assez conséquent. Enfin, tu vois, ils sont là à 8h30, 17h limite. Et si par la suite, études égale genre bosser de 7h du matin à 22h30, alors il y a plein d'écoles où c'est comme ça, hein, mais le truc c'est que je pense qu'il faut avoir un minimum d'envie pour y aller, la passion peut-être de vouloir se buter aux études, parce que tu peux avoir ce truc-là, quoi. Mais en tout cas, il ne faut pas forcer les gens à aller dans une direction qui peut peut-être les stresser, les traumatiser et peut-être pas les emmener là où ils devraient ou tu vois, aller. L'école, c'est important pour moi. Après, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai une réflexion qui est toute relative par rapport à ce que ça peut apporter. En fait, il n'y a pas une façon d'arriver à l'endroit qui nous est destiné. Et je ne suis pas convaincue que l'école fasse tout, surtout au vu des valeurs qui sont défendues au sein de l'éducation nationale aujourd'hui. Donc j'aurais tendance à dire un environnement qui lui est... Ouais, qui lui ressemble, quoi. Qui lui ressemble, dans lequel elle peut aussi s'épanouir et être qui elle est, pas nécessairement se conditionner à devenir ce que la France la force à devoir être. Ça, c'est hyper important aujourd'hui, je pense. Et toi, quand tu étais à Assas, tu étais une des seules rebeux, on va dire Ouais. Ouais. Bah, en fait, moi, à Assas, c'était un peu particulier parce que j'étais pas en droit. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait tout mon parcours un peu école dans ma banlieue. Parce que après mon bac, pareil, j'ai encore eu cette envie on s'en va. Donc, je m'inscris à Nanterre en langue. Je découvre le militantisme, donc je me dis c'est génial en fait, parce que j'aime les gens qui ont des opinions et des positions, et j'aime le fait qu'on puisse débattre de ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Donc ça a été, on va dire, le début de ma conviction politique qui s'est forgée à ce moment-là. En tout cas, ça m'a permis de mettre des mots sur ce que je ressentais. Et donc par la suite, je suis retournée en BTS dans ma cité, parce que c'était plus simple, avec des gens qui étaient comme moi, et ça s'est très bien passé, on a bien rigolé, puis j'ai eu mon BTS quand même. Derrière ça, j'ai enchaîné sur 2 ans de fac à l'autre bout du monde, donc j'étais à Créteil, parce que c'était l'une des rares facs qui prenait des BTS en 3e année. Et une fois ce cursus fait, qui était plutôt dans le commerce et le marketing, je me suis dit, bon ben voilà, maintenant tu peux peut-être commencer à penser à faire quelque chose qui te plaît. Parce que jusque-là, j'avais fait des études... parce que je pensais que l'école allait me sauver, déjà, et que c'est ce qui allait faire que j'allais devenir quelqu'un. Et donc, à Bac+4, je me rends compte que, en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer, que la plupart des portes me sont fermées parce que
derrière ça, tu enchaînes avec un master ou éventuellement avec une école de commerce. Moi, je n'ai pas les moyens d'aller en école de commerce. Mais j'ai déjà encore cette envie de raconter des choses parce que ça a toujours été là. Et en plus, il y a ce côté où j'ai découvert le militantisme et je me dis, voilà, moi, ce que je veux faire, c'est faire parler les gens. Donc à cette époque-là, je ne lis pas du tout le journal. Je suis vraiment loin de savoir ce que c'est que les médias et le journalisme. Mais je ne sais plus comment je tombe par hasard sur un site internet qui me parle de Assas avec une formation diplômante qui permet à des Bac+4 de se retrouver à l'Institut français de presse, l'IFP qui fait partie d'Assas. Et c'est comme ça que j'arrive à Assas. Donc je suis dans un truc qui s'appelle une formation diplômante à Assas et dans laquelle ça va être hyper intéressant parce que je vais me retrouver avec des gens qui viennent de Cagnes, Hippocagne, qui ont fait des prépas, des DESS de photographie, des trucs genre dont j'ai jamais entendu parler, tu vois, des gens qui me disent qu'ils sortent de sciences politiques. Moi, franchement, à ce moment-là, en toute honnêteté, je ne sais pas du tout de quoi ces gens me parlent. Et donc, du coup, mon expérience avec Assas, elle est à la fois bouleversante en termes de ce que ça va m'apporter en termes de stimulation intellectuelle et de possible, et en même temps, c'est horrible parce que je suis dans un environnement où je vois des gens qui sont en droit. Alors, il y a peut-être des gens très cool, hein, mais en tout cas, j'ai un truc un peu uniforme, très masse dominante, qui me ressemble pas, quoi. Ouais, c'est dur après, parce que c'est vrai que tu es partagé entre l'envie de faire et à côté de ça, comme tu parlais par rapport à ma fille, à l'épanouissement en fait, personnel et humain, quoi. Ouais, c'est ça. Après, je pense que c'est bien aussi parfois de savoir un peu se bousculer. Ouais. Mais je dirais que l'envie, elle doit être aussi hyper personnelle. Moi, j'ai eu la chance et en même temps la malchance, parce que c'est les deux à la fois, d'être poussée par mes parents dans le sens fais ce que tu veux, ma fille, on t'encouragera, on sera toujours là pour toi. Et c'est ce qu'ils ont fait, tu vois, avec leur petit salaire d'ouvrier, m'aider à avoir mon premier appartement, payer une caution, être là, accepter que leur fille aussi, tu vois, aille vivre à Paris, tu vois, hors du foyer familial. Moi, je suis maghrébine. Au Maroc, tu vois, mes parents, ils n'ont pas connu cette vie-là. C'est pas des choses qui se faisaient à l'époque de mes parents beaucoup. Donc, tu vois, il y a ce truc de la responsabilité et aussi de ce que mes parents m'ont offert pour que je puisse être la femme que j'ai envie d'être. Mais en même temps, c'est vrai que c'était malchance parce que eux, ils connaissaient rien aux études supérieures et qu'ils avaient aucune idée de ce qu'il fallait faire, tu vois. Je me rappellerai toujours d'une fois où je suis avec mon père et on regarde la télé et on voit le JT et il me dit tiens, pourquoi t'es pas là? Je suis là, bah, il n'y a pas un journalisme parce que eux, tu sais, ils sont dans ces trucs où le journalisme c'est ça, avocat, médecin. Ouais, c'est ça, à ouais. chaque fois c'est les parents, ils te veulent, voilà, avocat, médecin. Ben c'est ça, avocat, médecin, mais le reste, c'est comme moi quand j'étais artiste, c'est exactement pareil. C'est Ma ça. mère, elle disait, mais pourquoi toi t'es pas là, tu sais, les grosses affiches 4x3, mais pourquoi c'est pas toi là, pourquoi tu fais pas le Zénith et tout, mais attends maman, c'est pas comme ça, quoi. Oui, c'est pas comme ça, et puis parfois t'as pas envie aussi, Oui. parce que par la suite, moi je sais que comme j'ai toujours été studieuse, que j'aimais l'école, et que j'étais pas au max de mes capacités, tu vois, parce qu'on m'a pas appris à me développer au maximum, mais on va dire que j'étais déjà quand même très bien. Donc en gros, j'arrivais quand même à obtenir mes diplômes et puis à faire évoluer mon parcours scolaire de façon assez naturelle. Mais c'est vrai que derrière mes 2 années, après l'IFP, en fait, j'ai commencé à me dire, OK, je veux devenir journaliste. Et j'ai atterri au CFJ, rue du Louvre. Donc là, c'est vraiment une école de journalisme. Je suis rentrée par la voie de la formation diplômante en alternance, etc., pour devenir journaliste reporter. Et là, en fait, j'ai découvert l'immobilisme d'un monde qui avait une certaine vision du journalisme qui était vraiment celle d'un livre que j'avais lu à l'époque qui s'appelait Les bons petits soldats du journalisme, tu vois, avec il y a certaines écoles, certaines formations, certaines façons de faire ce métier. Je suis très contente d'être passée par ce circuit parce que j'ai beaucoup appris, notamment sur ce métier que j'ai aimé profondément dès que j'ai compris ce que c'était. Parce qu'il y a plein de valeurs, il y a un corporatisme. L'histoire de la presse, ça m'a fascinée. Des gens qui se sont battus pour qu'on puisse avoir la possibilité de raconter des histoires.
de témoigner de ce qui se passe dans le monde, de pouvoir aller en reportage. Et donc, tout ça me fascinait, quoi. Mais en même temps, je me retrouve après en alternance au CFJ. Et en fait, j'ai des profs, je me dis, ça va pas, tu vois. Premier entretien, on me dit, alors, donc, vous voulez être journaliste, comment vous allez faire, vous, en tant que femme, quand il va falloir choisir entre faire des enfants ou faire ce travail? Ok. Vous êtes une femme, donc en fait, il y a des endroits dans le monde où vous irez pas. Parce qu'il y a des endroits où, visiblement, de facto, on ne peut pas aller quand on est journaliste femme. Tu vois. Et en vrai, tout ça, tu vois, ça a commencé à nourrir autre chose chez moi. C'était genre cette injustice de, ok, donc concrètement, genre, je me tape comme tout le monde. J'arrive à cet endroit-là. Et on dit, ça va pas être tu vois, possible. ouais, c'est ça. Et un autre truc aussi, c'est que moi, je suis toujours passée un peu par les voies parallèles parce que, genre, à cette époque, je réfléchis, je veux faire une alternance, mais en même temps, il te faut un patron. Moi, j'ai pas du tout, tu vois, les plugs, les trucs de pouvoir postuler dans des médias généralistes. Et puis, en dehors de ça, en fait, je me sens pas en capacité, en fait. Je me dis, est-ce que c'est des gens qui vont bien vouloir m'accepter? Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un stage chez Trace. J'arrive dans cette boîte, je me dis magnifique. Je me dis, ok, le patron Olivier Laouché est un homme noir. Ma rédactrice en chef Barbara Jean-Élie est une femme noire. Je vois énormément de femmes qui ont des postes à responsabilité. Je me dis, super, tu vois, là, je suis dans un endroit, encore une fois, où les gens me ressemblent, on peut grimper en compétences et on va me donner ma chance. Donc, je me retrouve quand même dans cette boîte, en alternance. Au bout de même pas 6 mois, je suis déjà en train de faire le tour du monde avec une caméra pour filmer des choses assez extraordinaires, tu vois. Ça reste dans l'environnement culturel, c'est chouette. Et en fait, dans l'école où je suis, c'est pas entendu, tu vois. Trace n'est pas considéré comme un média avec des journalistes. Enfin, il y a plein de choses qui font que tu te dis, ok, tu vois, il y a vraiment ce mépris autour de ce milieu aussi que je découvre. C'est ouf ce que tu dis, parce qu'il y a quelques jours, je parlais dans un groupe WhatsApp, hein, où il n'y a que des meufs, et on parlait en fait de Judith Godrèche, toutes les nanas là, récemment qui ont parlé par rapport au harcèlement et aux agressions sexuelles. Et il y a une nana qui dit, de toute façon, dans le rap, c'est encore pire. Donc, tu sais, moi je réponds, je dis, pourquoi c'est encore pire en fait? Il n'y a pas d'agression dans le rap. Enfin, il doit sûrement y en avoir, hein, tu vois, mais c'est comparé avec tout ce qui se passe. Mais tu vois, l'image que les gens ont, oui, c'est toujours ça. Et toi, quand tu me dis ça, ça me fait penser, tu vois, tu vas à Trace, justement, il y a des meufs. C'est beaucoup plus ouvert, on dirait, complètement, dans le milieu urbain, entre guillemets, que dans le milieu classique. Là où, justement, le milieu classique va critiquer le milieu urbain. Tu vois ce que je veux dire? Dans tout ce qui est minorité, ça va être, ouais, mais vous maltraitez les femmes, ouais, mais regardez, vous... Mais en fait, c'est beaucoup plus ouvert. Ouais, je pense que sur ce qui est du rap, il y a effectivement beaucoup de, tu vois, de mépris sur ce que ça peut être. Et puis aussi, il y a beaucoup de stéréotypes associés à cette culture-là. Parce qu'aujourd'hui, je parlerais plutôt d'une culture rap en France, là où il y a quelques années, je t'aurais plutôt parlé d'une culture hip-hop. Après, je dirais que le rap, il n'est pas bien différent de ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire qu'il y a ces dossiers, il y a des violences faites aux femmes, il y a des affaires extrêmement graves aussi qui ont traversé le rap durant ces dernières années. Mais c'est pas pire. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas tu plus, vois, quoi. Il n'y a pas plus, c'est juste comme partout. Après, c'est malheureux, mais la société aujourd'hui, elle est comme ça. Et c'est bien qu'on ait de plus en plus de femmes qui n'aient pas peur de dénoncer les violences qu'elles ont pu vivre, parce que je pense que la parole a besoin de se libérer sur ces sujets-là, et que c'est important d'avoir ces témoignages et d'avoir derrière ça une nouvelle génération qui n'a plus peur tu vois, de s'exprimer. Alors, ok, on parle beaucoup aussi du tribunal Twitter, du tribunal sur les réseaux sociaux, mais le fait est qu'à un endroit, si la parole n'est pas entendue ailleurs et qu'elle peut commencer à se propager à cet endroit-là, c'est bénéfique. Et je crois réellement qu'on a besoin aussi de passer par des moments de colère et, tu vois, presque violents dans ce qu'on va déverser pour pouvoir faire en sorte de faire évoluer les choses. Il y a aussi beaucoup de sujets qui doivent être discutés en non-mixité. Quand tu me parles de ton groupe WhatsApp,
c'est important en fait. Ces endroits-là, c'est précieux parce que ça fait plus office de safe place pour beaucoup de femmes ou de personnes qui s'identifient comme femmes, qui auraient peut-être peur de parler dans un environnement où elles seraient avec, tu vois, une mixité ou en tout cas peut-être plus d'hommes présents à cet endroit-là, quoi. Ça, il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. Ça me fait penser encore à Rokhaya, hein, parce que j'ai eu beaucoup de retours. Tu sais, on a fait l'interview et en fait, j'ai eu beaucoup de retours dans laquelle, en fait, dans des retours qui disaient qu'elle était pour la non-mixité pendant les, comment on appelle ça, les conférences qu'elle faisait là. Ok. Tu vois de quoi je parle? Ouais. Où c'était interdit aux Blancs. Après, en fait, la non-mixité, c'est important à bien d'endroits. La non-mixité, c'est important à bien des endroits. En fait, il faut réussir à réfléchir en non-mixité sur certains sujets pour pouvoir ensuite les réfléchir en mixité. Tu peux pas te dire que tout doit être réfléchi à travers le prisme de gens qui ne te ressemblent pas. Donc, à un endroit, oui, c'est nécessaire qu'il y ait de la non-mixité avec des safe places où on a des personnes minorisées ensemble. Voilà, si ça doit se décider ou se discuter entre personnes noires, c'est qu'il y a forcément, tu vois, des sujets, des référentiels qu'on ne peut pas avoir, tu vois, au même titre que on ne peut pas aujourd'hui ces fameux débats autour du féminisme universel. Ça, c'est genre juste qui parle de ça, tu vois. Globalement, ce sont des sujets qui sont évoquées par des femmes blanches, donc généralement, elles sont quand même de facto dans un environnement qui va leur être beaucoup plus favorable, avec des conditions et des réflexions relatives à la misogynie qui ne vont pas être celles d'une femme noire. Je n'aurai jamais le même référentiel qu'une femme noire en étant une femme maghrébine. Donc le truc, c'est qu'à un endroit, c'est normal qu'il y ait des conversations qui soient, tu vois, en non-mixité. C'est important, je dirais, pour qu'on puisse ensuite avancer sur certains sujets. Il faut que la pensée aussi, elle puisse, tu vois, évoluer, qu'elle puisse se forger, qu'elle puisse se créer. Je pense qu'on a aussi besoin d'avoir beaucoup plus d'écrits autour de ces sujets-là, qu'on a aussi besoin de faire véhiculer à la fois des idées et des mots pour qu'on soit tous armés et en capacité de pouvoir débattre de ces sujets-là. C'est pas des sujets collectif à certains endroits. Ça le devient à partir du moment où on les porte de façon plus publique, mais c'est aussi des sujets qui doivent être, encore une fois, débattus dans des cercles plus restreints. Je suis d'accord. On a beaucoup de femmes de quartier qui arrivent à trouver des bons tafs. Hein. Je vois mes copines avec qui j'ai grandi. Il y en a une qui est directrice marketing d'une grosse boîte. Il y en a d'autres qui travaillent dans des cabinets d'avocats, etc. D'ailleurs, je leur passe un grand bonjour. Et de l'autre côté, tu as beaucoup de gars qui galèrent, tu vois. C'est clair. Qui sont au chômage, qui sont obligés de créer leur boîte parce qu'ils n'ont pas d'opportunité. Est-ce que toi, tu as le sentiment que les mecs et les meufs de cité font face aux mêmes défis? C'est une super question. En fait, je pense que non. Le truc, c'est qu'il y a aussi un mépris de classe assez présent. Le racisme n'est pas le même. C'est hyper difficile, ces sujets, parce qu'en fait, il faut penser aux individualités avant de vouloir réfléchir à un truc assez collégial en te disant c'est comme ça, c'est comme ça. On peut faire des moyennes, mais il est vrai que c'est toujours très délicat. Après, c'est clair que pour un mec de cité, c'est souvent beaucoup plus difficile. Parce que ils grandissent aussi avec un stress permanent, tu vois. Je pense qu'il y a énormément de mecs dans les cités qui ont des PTSD, tu vois. Des symptômes de stress post-traumatique qu'on retrouve notamment chez les gens qui ont vécu des événements assez tragiques, parce qu'en fait, tu évolues dans un environnement où tu es conditionné à l'échec, tu te butes à la fumette, il n'y a pas d'encadrement médical, psychologique, contrôle de papier constant, tu te fais péter, tu vois, en bas de chez toi hyper régulièrement. Il y a tout un truc qui fait que, ouais, tu vois, là où en fait les meufs de cité, même sans vouloir faire de généralité, parce que voilà, il y a d'autres méfaits malheureusement aussi qui sont présents, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que
tu grandis pas de la même façon. Et puis après, il y a aussi... il y a des trucs assez terribles, c'est-à-dire que tu vas avoir aussi toute l'exotisation que tu peux avoir autour de certaines femmes, la rebeu de cité, la beurette. Voilà. Tu vois, le mec de cité qui est maghrébin ou noir, c'est juste le voyou, quoi. Donc, ouais. On n'a pas le même traitement, quoi. Non, je dirais que de toute façon, il n'y a pas le même traitement, il n'y a pas une école, il y a des écoles, que la situation politique en France aujourd'hui ne favorise pas le fait qu'on puisse, tu vois, accepter aussi la diversité de ce que c'est que la France réellement, tu vois. Moi, j'ai vraiment l'impression que le seul moment où on dit « Ouh, c'est cool », c'est quand on est dans le moment d'une cérémonie sportive, tu vois. Là, c'est cool quand on gagne la Coupe du Monde, tu vois. Mais en revanche, pour rester toujours sur ces idées de cérémonie sportive, quand on parle de la CAN et qu'on a des supporters qui montent sur Paris pour célébrer, ils se font gazer voilà. par la police. Et là, tu dis que c'est terrible, tu vois, parce que ça va de mal en pis. Ouais, c'est ouf, parce que c'est vrai qu'il y a toute une nouvelle génération qui songe vraiment à partir de la France pour vivre sereinement, vivre tranquillement. C'est ça, surtout quand tu as eu la possibilité de voyager. Moi, j'ai pu beaucoup voyager avec mon travail. Déjà, j'ai découvert que l'Afrique, c'était pas du tout ce qu'on m'avait appris dans les livres ou ce dont on m'avait parlé, tu vois, en France, à la télé ou à l'école. Donc, tu vois, tu comprends que tu as une vision hyper biaisée de ce que c'est que réellement l'Afrique, en sachant que c'est même pas un pays, c'est des pays, tu vois. Donc, c'est un continent avec des identités hyper fortes, très différentes. Le Maghreb, c'est quelque chose d'assez à part. L'Afrique de l'Ouest, enfin, il y a tout ça que tu comprends, tu vois. Et en voyageant, tu te rends compte que il fait bon vivre dans plein de pays où on t'a dit que c'était la misère, les maladies, les guerres. Alors, bien sûr qu'il y a ça. Mais le fait est qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où tu te sens un peu plus respecté pour ce que tu es. Et voilà, tu vois, après, c'est difficile en France parce qu'aujourd'hui, si tu dis des choses comme ça, on peut considérer que presque tu ne mérites pas d'avoir ton passeport, tes papiers, parce que tu bénéficies du système et de ses privilèges. Le fait est que je resterai française parce que je suis née ici et que toute ma personne a été construite et constituée à travers le prisme de la société française. Mais ça ne m'empêche pas de regarder ce qui se passe aujourd'hui et de me dire « Ouais, c'est flippant, tu vois ». C'est flippant parce que, en fait, je me dis, après tant d'années, le dur travail qui a été fourni par nos parents, on n'est toujours pas accepté pour ce qu'on est, tu vois. Et qu'on voit aujourd'hui une radicalité de plus en plus, tu vois, décomplexée. Il y a des idées qui sont véhiculées à travers les médias, des personnes qui sont invitées dans les débats publics, des experts, en plus là les experts, qu'on retrouve sur des plateaux à fortes audiences, qui défendent des idées qu'on n'aurait même pas entendues dans l'espace médiatique au début des années 2010, quoi. Je ne sais pas si tu as vu justement, parce que tu parlais de Twitter et des animateurs télé. Hier, j'ai vu que Cyril Hanouna, notre cher Cyril, disait que Pascal Praud était l'animateur de la nouvelle décennie. Il disait qu'il n'était pas toujours d'accord avec ses opinions, etc. Tu vois. Mais il a quand même fait toute une tribune autour de... Enfin, tout un blabla autour de ça en disant qu'il était formidable, quoi. C'est quand même fou quand tu vois ce que le mec dit. C'est là où c'est triste. Parfois, je me dis qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Après, j'ai envie de croire que c'est quand même possible de continuer à faire valoir d'autres idées. Et je pense qu'on a aujourd'hui encore toute une génération assez militante de personnalités qui sont à la fois publiques ou pas, mais qui permettent d'être un
un contre-pouvoir. Les réseaux sociaux, c'est à la fois le plus magnifique, j'ai envie de dire, et le pire au même endroit. C'est-à-dire que autant ça a permis une libération de la pensée à plein de gens aussi, de pouvoir faire entendre des discours qui n'étaient pas du tout entendus. Mais en même temps, je pense que ça permet, tu vois, une polarisation des opinions et que ça contribue à exacerber tous les travers et les folies, tu vois, du monde dans lequel on vit. Quand tu comprends qu'avec des algorithmes, on peut réussir à influencer des votes politiques, qu'on peut aussi lancer des campagnes pour te faire changer d'opinion. Tu vois, tu te dis qu'on est sacrément... teubé. Ouais, teubé, ou en tout cas, on est dans un environnement... Après, tu vois, comme tu disais tout à l'heure en off, on ne peut pas tout changer, mais c'est sûr que la seule chose qu'on peut faire, c'est en tout cas essayer de s'interroger un peu sur ce qui se passe et peut-être ne pas prendre tout pour argent comptant. Parce que c'est hyper facile, hein. C'est comme... en plus, on est dans, tu vois, l'époque de la désinformation, les comptes TikTok et tout. Moi, je le vois, mes parents, ils m'envoient des vidéos TikTok tout le temps, tu vois, avec des idées où tu te dis, mais qui est la source de cette info? Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que ça l'est pas? Et c'est pareil à la télé, en fait. Ils ont compris qu'on n'était pas, tu vois, les plus habiles ou les plus enclins à vouloir vérifier. Donc, en gros, tu vas te retrouver avec des mecs qui vont t'expliquer que dans telle cantine... on met du halal ou tu sais, des trucs un peu fantasques, histoire juste de nourrir et d'alimenter tu vois, les idées des uns et des autres. C'est vrai qu'il n'y a plus trop de vérification. Enfin, le dernier truc qui m'avait choqué, moi, c'était Caroline Fourest. Je ne sais pas si tu l'avais vue, elle était passée chez Ruquier. Et elle s'était embrouillée, je ne sais plus avec qui, et elle avait sorti « J'ai gagné mon procès » ou une histoire comme ça. Et en fait, personne... mais vraiment, elle disait « Non, j'ai fait ci, j'ai fait ça », tu vois. Et la semaine suivante, t'as Ruquier qui est parti vérifier l'info et qui a dit, et d'ailleurs je respecte beaucoup, je le respecte pour ça, il a dit « Je ne l'inviterai plus jamais parce qu'elle a menti délibérément en disant qu'elle avait gagné son procès ou... Ouais, c'est vrai que la question de la vérification de l'information, elle est hyper importante. Il y a aujourd'hui beaucoup de médias où, tu vois, c'est fait, que ce soit le Bondi Blog, Rue 89. Voilà, il y en a beaucoup, même dans l'environnement musical, mais je pense qu'on est tellement dans une société de l'urgence où on est inspiré par l'instant présent, tu vois, avec les réseaux sociaux, tu vois, on est comme si on avait ouvert une porte et qu'en fait, il n'y avait pas de avant, mais il n'y a pas non plus d'après. On est juste aspiré par le présent. Et tu vois, du coup, tout se joue à cet endroit-là. Tout va trop vite et on est abreuvé d'infos. Ce qui fait que ça devient hyper difficile de savoir qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Et puis en plus, là, on rentre dans l'époque de l'IA aussi. Ouais. Donc, tu peux faire tellement de choses avec tous les outils mis à disposition aujourd'hui que tu peux clairement raconter ce que tu veux, quoi. Enfin, et raconter pas mal documenter, en plus. Ouais, c'est ça aussi. Avec l'IA, tu peux pousser le truc encore plus loin. Et après, ça pose des questions de l'ordre de l'éthique. Mais je sais pas si aujourd'hui, on a vraiment envie de se poser ce genre de questions. On est dans une société capitaliste où tout est drainé par le profit. Le truc, c'est que on me disait hier, en fait, aujourd'hui, les gens sont à gauche jusqu'à ce qu'ils aient une bonne situation. Et là, quand on a de l'argent, tout le monde est à droite. Parce qu'on veut la meilleure école, on veut ceci, on veut cela. Je sais pas. Je crois qu'aujourd'hui, en termes de réflexion sur qui vient de tel tu vois, courant politique, on peut énormément s'interroger parce qu'on a vraiment du mal à dissocier le centre de la gauche ou de la droite. Mais j'aurais tendance à croire quand même qu'on peut avoir des idées qui soient beaucoup plus humaines. Et voilà, enfin, et s'interroger encore une fois sur le monde dans lequel on vit. Mais c'est très, très difficile. Vraiment. Je rebondis tout à l'heure, tu parlais de la CAN, justement, qui était pour moi plus réussie même que la Coupe du Monde. On a vu beaucoup de polémiques entre les pays
des insultes sur les réseaux, etc. Est-ce que c'est quelque chose de plus en plus présent? Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose de plus en plus présent. Comment t'expliques ça, toi? Bah, moi, je pense que ce qui se passe aussi, c'est que les réseaux sociaux, c'est un peu des... Ça fait tout... En fait, tout est enflé par le côté réseaux sociaux. Tu vois, c'est un peu comme les trucs de comment on est une rumeur à l'époque, etc. Moi, je me rappelle, en école de journalisme, on analysait comment l'information qui est un peu rumeur ou même comment, en tout cas, comment les choses, elles naissent à un endroit. Admettons, dans tel quartier, on commence à dire que la boulangère a caché un monsieur dans son grenier ou je ne sais quoi. C'est des histoires un peu faits divers, voilà. Et comment ce truc devient quelque chose de beaucoup plus gros et de beaucoup plus grand. Et en fait, je pense que d'une petite histoire ou d'un... Il y a quelque chose qui se crée, en tout cas sur les réseaux sociaux, qui fait que tout est extrapolé. Et le fait est que ces idées-là, pour moi, elles ne sont pas nouvelles. Tu vois, tout ce qui peut être dit, le racisme qui existe entre les communautés, les façons dont les uns et les autres se considèrent. Parfois, c'est lié aussi à des histoires de politique. Tu vois, c'est quoi le positionnement je sais pas, tu vois, le Maroc, la Mauritanie, il y a le Sahara, par exemple. Comment ces pays-là se positionnent par rapport à cela? Quelle est la relation que le Sénégal va entretenir avec les pays frontaliers? Quelle est la situation politique à ce moment-là du pays? Qu'est-ce qui se passe au Congo? On est quand même dans un pays où il y a un génocide au moment de la CAN. Sujet qui est évoqué, mais qui n'est pas non plus massivement relayé. Donc, il y a en effet, tu vois, plein de choses, encore une fois, plein d'informations. Et puis, des guerres intestines entre des gens, tu vois, qui se malmènent sur les réseaux sociaux. Et ouais, c'est vrai que tu vois des trucs qui partent à la fois d'un match, mais je dirais de relations beaucoup plus profondes entre les différents pays. Mmh. T'es maman d'une petite fille métisse, hein, comme moi. Enfin, moi, c'est x3. T'as peur pour elle quand tu vois que les gens sont de plus en plus communautaristes ou pas? Ouais. Alors, est-ce que j'ai peur pour elle? En fait, je dirais que j'ai peur de la façon dont les gens vont lui parler, du fait qu'elle puisse être à la fois marocaine et sénégalaise. Après, je pense qu'on a fait une petite fille qui va être très forte et qu'on va lui expliquer que c'est incroyable et qu'elle va pouvoir comprendre un peu mieux le monde à travers ses origines et son identité. Donc, du coup, je me dis que ça va aller. Pour en revenir à toi et à ton parcours, pour ceux qui regardent l'interview et qui savent peut-être pas qui tu es, aujourd'hui, tu es la journaliste rap du milieu. Hein. C'est quoi le morceau de rap, toi, qui t'a fait vibrer? Ah, c'est dur. Le ou les, hein, du coup. Je pense que dans l'un de ceux qui m'a le plus porté, qui m'a le plus fait vibrer, c'est le morceau de Lunatic, Le Crime Paix. Mais je crois que c'est aussi lié au fait que c'est un titre que j'écoutais beaucoup avec mon grand frère, qui a été DJ quand j'étais plus jeune. Et en fait, moi, il a fait un peu toute ma culture musicale avec ma grande sœur. Donc je dirais que les premiers morceaux vraiment qui m'ont frappé, c'est des morceaux que j'ai entendus avec eux. Et ce morceau, il fait partie de ceux où je me suis arrêtée en me disant, ok, tu vois, genre en entendant la voix de Ali et Booba, en fait, il y avait ce truc un peu de yin et de yang. Et je me disais que c'était un peu... Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose de beaucoup trop beau dans ce que j'entendais pour ne pas avoir envie d'en écouter plus, quoi. Comment il s'appelait ton frère, son nom d'artiste? C'était Dayouns, c'était il y a très longtemps. Dayoun? Dayouns, parce qu'il s'appelle Dayouns. Younes. Et Ok. donc c'était Dayouns, et en fait il était DJ, et il a commencé, lui, il devait avoir 14-15 ans, quoi. Et puis progressivement, il s'est acheté des platines, il mixait dans sa chambre, je l'appelais le scratcher fou. Il me faisait regarder des cassettes de DMC, donc je regardais des mecs sur des platines.
qui mixait, qui faisait des passe-passe, etc. Et ouais, c'est vrai que on va dire que le début de mon aventure avec la musique, ça a commencé avec mon frère et ma sœur. Et c'est aussi pour ça que j'ai vachement écouté dès le début de rap et de R&B, parce que ma sœur, elle était très R&B aussi. Donc, du coup, j'écoutais avec elle les Joe Desi, Blackstreet, période New Jack Swing, etc. Et mon frère, Brandy et il était... Monica, tu te rappelles? Voilà, ouais, The Boy Is Mine, ouais. Et mon Je le frère, fais il écouter à est... mes filles, elles kiffent. Hein. Bah, c'est trop bien. Franchement, ça a pas vieilli. Hein. Non, c'est de la bombe. Hein. Enfin, en Moi, tout cas, ça a bien vieilli. il y a deux albums que j'écoutais en boucle quand j'étais plus jeune. C'était Le combat continu d'Idalji Ok. et Guet-apens. Je sais Ok. pas si... Est-ce Si, que ça si. te parle, toi? Si, mais en fait, c'est marrant parce que là, tu me donnes ces refs et je me dis, ok, ça m'étonne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté. Après, c'était aussi vachement le rap de cette époque, mais c'était des gros. Tu sais, c'est des projets sur lesquels il y a une radicalité, tu sais, il y a un militantisme très. Marqué? Ouais, C'est vrai? tu vois, Et toi, ça te parlait, toi, ou pas? de ouf. Surtout, je pense que le Ideal J, le truc, c'est que je crois surtout que quand j'ai entendu hardcore, je me suis dit, ok, tu vois, là, il y a une colère qui gronde et il y a un truc qui correspond à un moment de ma vie où je suis plus enclin à écouter ça. Je pense qu'au début, tu sais, j'étais plus happée par le R&B, même si j'entendais du rap, mais j'étais, tu sais, sur les groupes, j'aimais beaucoup le R&B et le rap américain, mais surtout le R&B américain. Et puis, en fait, le rap, ça vient un peu plus tard parce que il y avait ce truc de... Fallait être prêt à écouter, quoi. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai entendu. Au début, tu sais, j'étais plus dans le truc de me divertir presque. Puis après, j'étais là, bon, ok. Soyons sérieux. Ouais, c'était un peu... En tout cas, il fallait avoir les épaules pour être un peu sérieux, je trouvais, tu vois, sur le rap, même s'il y a toujours eu du rap, du rap tu vois, qui divertissait. Mais c'est par ailleurs pas le rap français que j'ai écouté plus jeune. Pour ça, je préférais écouter des rappeurs américains. Mais en vrai, même dans le rap américain, les mecs sur lesquels je me suis arrêtée, c'était finalement des gars qui racontaient tellement de leurs conditions. J'avais besoin de trouver des équivalents en France qui allaient, tu vois, genre m'apporter, en tout cas, un truc de... Ça allait me nourrir mon esprit, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait de t'être trouvé dans le militantisme et le fait d'avoir été forgé par le rap français? Je pense. Je pense que tout est lié à ça. Moi, je crois réellement que le rap m'a faite, tu vois, dans le sens où ça m'a permis de forger ma culture musicale, de regarder en dehors du rap. Ça m'a permis de forger mes idées aussi sur le monde. Ça m'a permis de voyager beaucoup. Puis ça m'a aussi appris énormément sur la politique. C'est dans le rap où j'ai entendu parler de personnalités importantes dans le militantisme panafricain notamment, aussi de grands auteurs noirs ou de grandes personnalités du monde arabe. C'est le rap. C'était pas à l'école qu'on me parlait de tout ça, quoi. Ou dans la pop? Ouais. Après, j'ai jamais trop été sur ça. Mais je pense qu'il y a des super morceaux et des super artistes pop, hein, mais c'est peut-être un peu trop lisse pour moi. Ouais, pour moi aussi. Je me rappelle, bon, ça date d'une époque, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Dans les médias rap, il n'y avait pas beaucoup de meufs. Il y avait Stéphanie Binet, Oui, que je salue d'ailleurs, si elle regarde l'interview. Elle est restée longtemps la seule journaliste. Peut-être que je me trompe. Hein. Il y a eu aussi Fatou Birama, oui. Yasmina, Ben Bekai, voilà, c'est Ouais. ça. Cheyenne et tout, oui. voilà, c'est ça. Qui était plus sur le hip-hop. C'est ça, la danse, La danse, ouais. etc. Et Yasmina, c'était plus le DJing aussi. Comment t'expliques ça, toi? Qu'il y a très peu de nanas. Moi, je me rappelle, quand je faisais du rap, en tout cas, j'allais un petit peu, tu sais, bon, c'est à l'époque des, Ouais, des chez journaux, hein. Génération. Non, mais même tu vas à Groove, tu vas à Radical, C'est tu vas à vrai. truc, tu vois. Mm. Et en fait, bon, il y avait Stéphanie Binet que je voyais à Groove, hein, c'est ça. Mais après, c'était que des mecs. Il y a Ouais. Arnaud Fraisse, je sais plus, Greg, je sais plus quoi. Signal tu vois. New.
que des mecs. Bah, c'est vrai, il y avait Valérie aussi Atlan à l'époque. Oui, Valérie Atlan, Valou. Radical, mais elle n'est pas restée hyper longtemps, je crois. Assez longtemps pour qu'on puisse le noter, mais en tout cas, en effet, pour rester dans le sens de ce que tu disais, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans ce milieu. Après, aujourd'hui, je me pose la question de savoir s'il n'y en avait vraiment pas beaucoup, ou est-ce qu'elles étaient autant invisibilisées qu'elles le sont aujourd'hui. Dans le sens où, à cette époque, je repense aussi, tu vois, il y avait une Nadège Tubiana, qui est aujourd'hui directrice générale de Trace en Afrique de l'Ouest, qui a toujours été une personne hyper, tu vois, impliquée dans le mouvement hip-hop. Moi, j'ai eu Barbara Jean-Élie, qui était la rédactrice en chef de Trace. Et oui, je voyais quand même, en tout cas moi quand j'ai commencé, pas mal de femmes qui étaient là, qui étaient un peu mes aînées, qui étaient hyper activistes. Mais ça, c'était Trace. Ça, c'était pas rap. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, Trace, c'était... Oui, c'est vrai que c'était pas que rap. Non, mais ouais. Après, je dirais qu'aujourd'hui, peut-être, la différence, c'est qu'il y a les réseaux sociaux. Donc en fait, le truc, c'est que même si on va dire qu'il n'y a toujours pas beaucoup de femmes qui ont des émissions, tu vois, dans les médias qui parlent vraiment que de rap, il y a aujourd'hui plein de femmes qui ont pris leur place, tu vois, qui sont allées sur Internet, lancer des chaînes, faire des lives sur Twitch, etc. Mais globalement, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Tu peux nous citer justement, toi, la nouvelle vague de journalistes femmes? Ouais, il y en a plein. Déjà, il y a aussi, tu vois, on parlait des aînés, des personnes qui étaient là depuis longtemps. Il y a Juliette Févé qui est là depuis de nombreuses années, qui a eu plein de casquettes, manageuse, label, qui est aujourd'hui sur RFI, qui a une émission qui s'appelle Légendes urbaines, dans laquelle elle reçoit pas mal d'artistes du milieu rap français, mais pas que par ailleurs. Et puis après, il y a toute la nouvelle génération qui est plus si nouvelle finalement, avec des profils comme Nifa, qui est chez Camino, qui parle vraiment de rap, qui se bute à ça, qui reçoit beaucoup d'artistes dans son émission. Wafa Mamèche qui fait une émission sur Bouscapé qui s'appelle Prose, qui est dédiée aux fines plumes du rap. Tu vas avoir Mécolo, qui est une personnalité hyper engagée, qui pousse les bons coups de gueule sur les réseaux sociaux et qu'on retrouve dans la récré notamment. Il y a quand même, tu vois, beaucoup de personnes qui se bougent pour faire des choses. Il y a Sandra Gomez aussi qui fait des lives sur Twitch, qui est dans l'émission de Mehdi Maizi, le Code Review. Donc, on voit des profils qui s'installent à des endroits différents. Après, c'est sûr et certain qu'on n'a pas encore aujourd'hui énormément de femmes qui tiennent des émissions où ça parle de rap, comme le signalait notamment Benjamin dans son livre « À qui profite le sale », où elle explique justement que les figures vraiment dans cet environnement rap féminine sont assez... peu nombreuses. Tu te rappelles de ta première interview, toi? Ouais. On parle de la toute première rap ou la première? Première rap, tiens. Ah, la première. Non, première. Première? Ouais, première pour avoir ton ressenti. La première, il y en a deux. En fait, il y en a une. J'ai été en stage à la mairie d'Arcueil, au service communication, et j'ai fait une interview d'une maman qui avait accouché chez elle. Donc en gros, je faisais un tout petit papier. Elle a accouché avant que les pompiers arrivent, machin et tout. Gros stress, hein. J'avais écrit genre 4 lignes limite, mais grand stress. Ils m'ont envoyé derrière ça faire un truc avec le mec de Kaamelott, là. À l'époque, il était super connu. Il faisait son truc sur M6, parce qu'apparemment, ça tournait sur Arcueil. Et en fait, je me suis tapé un énorme stress. J'ai posé les questions, puis après, je suis repartie. J'avais envie de vomir presque, tellement j'avais stressé par le truc. Donc voilà, ça, c'était mes débuts et ça m'avait vraiment terrorisée. À un moment, je me suis dit, ouais, peut-être qu'en fait, le journalisme, tu vois, c'est pas pour moi. Enfin, je suis nulle, je crois. Et après, la première rap que j'ai faite, en vrai, il faudrait dire que c'est Sydney, pour mon mémoire, HOP. J'avais fait un mémoire sur son émission. Et donc, du coup, comme l'idée, c'était de faire une rétrospective de l'émission de Sydney HOP,
parce que je trouvais que c'était fascinant. Première émission de rap en France en 1984. Donc j'avais demandé à Sydney s'il aurait, s'il avait du temps en fait pour moi. J'ai envoyé un mail c'était mail, je sais plus. Non, attends, je crois que j'ai eu son numéro parce que c'était il y a longtemps. Hein. Et il a été super sympa. Et en fait, je me suis retrouvée à faire l'interview de Sydney dans sa voiture où il m'avait donné rendez-vous. Il faisait pas beau. On était allé dans un café, pardon. Ouais, c'est ça. J'avais retrouvé Sydney dans Paris. On était allé dans un café et j'avais genre un petit enregistreur. Je m'étais stressée parce qu'il fallait que je retrouve les piles puisque les miennes étaient mortes. Enfin bref. Et il a été super sympa. Il m'a donné vachement de son temps et ça a été en vrai ma première interview parce que je lui ai posé plein de questions sur ça. Mais c'était pas encore mon travail à ce moment-là. Et ta première interview rap travail? Ma première interview rap travail, c'est assez beau. J'avais fait MCA des Beastie Boys. Donc c'était chez Nova. J'étais partie là-bas pour Trace. Et en fait, c'est la toute première où on m'a dit, bon, maintenant tu as regardé un peu des interviews, tu vas pouvoir faire une interview. Et j'étais arrivée avec mon vinyle des Beastie Boys, un peu, tu vois, ouais, grave. D'ailleurs, c'est l'une des seules fois où je l'ai fait. Après, j'ai plus trop dédicacé. Et pendant hyper longtemps, j'ai pas pris de photos avec les artistes. Ça a été après un grand regret. Parce que j'ai pas de souvenir de cette époque où je rencontrais notamment beaucoup d'artistes américains. Mais bon, quand je faisais ces interviews dans les débuts, moi je sortais d'école de journalisme, on était vraiment dans ce truc de fallait pas trop de connivence avec le milieu dans lequel tu travaillais, il fallait essayer de garder ta distance journalistique. Donc j'étais un peu toujours... Et puis c'était pas la même époque, on n'avait pas les mêmes téléphones et tout. Ouais. Toi tu bossais sur Move, il me semble? J'ai bossé sur Move aussi, ouais. Un temps quoi. Est-ce qu'il t'arrivait de devoir donner ton avis sur des albums? Et est-ce que tu t'es déjà dit, tiens, j'ai été peut-être un peu trop dur La critique? Non, alors moi, la critique, c'est pas trop un exercice que j'ai fait durant toute ma carrière. Parce qu'en fait, le truc qu'on sait pas trop, c'est qu'on a tendance à mettre tous les journalistes au même endroit, tu vois. Sauf qu'il n'y a pas un journalisme, il y a des journalistes. Il y a des gens qui sont plus critiques, il y en a qui sont plus animateurs, comme ceux qui présentent, tu vois, le JT. Il y a des journalistes qui sont grands reporters. Donc, on ne fait pas tous les mêmes trucs. Et c'est vrai que moi, en fait, de par mon cursus scolaire et professionnel, j'ai au tout début été journaliste-reporter. Donc, j'étais plus quelqu'un qui faisait du terrain. Je sortais avec une caméra et puis par la suite un micro et puis je posais des questions. Donc quand j'étais chez Move, je faisais pour eux des interviews, donc beaucoup de reportages. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que ensuite je leur ai proposé de faire un format qui s'appelait Newcomers, où j'allais sur le Rinté et je rencontrais des rappeurs dans leur cité. Comme ça que je suis partie à Marseille, en Belgique, au Maroc, en Côte d'Ivoire, que j'ai fait plein d'artistes à travers toute la France. Ça avait bien marché d'ailleurs. Ouais, ça c'était cool. C'était une des période que j'ai le plus kiffé parce que vraiment j'étais sur le terrain, je faisais du reportage et plus que de sortir un sujet, parce que franchement ça c'était vraiment le truc de fin on va dire, ce que je kiffais c'était de passer du temps avec les gens. J'arrivais, on prenait le temps, on discutait, j'apprenais tellement de choses sur les équipes, sur le rap de tel ou tel endroit et tout, tu te retrouvais à aller manger avec eux. J'ai des souvenirs, tu vois, mémorables de ZKR avec ses potes, on est à Roubaix, on mange un kebab dans un spot où ils font des trucs qui ressemblent à des trucs hyper fat avec genre de l'œuf, bref, trop de couches, tu vois, les trucs de fromage. Ouais, ça. Donc voilà, tu sais, des souvenirs comme ça où tu vas en Belgique, tu vas voir Isha, tu passes du temps avec Stan, son manager. Enfin, à plein d'endroits, tu te rends compte que le meilleur moment, c'est vraiment pas l'interview, mais c'est tout le à côté et tout le temps que tu passes avec les gens. Est-ce que y a un artiste newcomer justement où tu t'es dit lui c'est sûr il va péter et en fait il a pas pété? Ah, bonne question. Purée, il doit y en avoir plein. Parce que malheureusement, on va pas se mentir, les places sont chères et que du coup il y a énormément de gens qui sont extrêmement doués et qui sont extrêmement besogneux qui n'y arrivent pas. Les gens qui te disent que genre oui, le travail, ça finit toujours par payer et tout. C'est vrai et pas vrai tout le temps. Dans le sens où, au même endroit que toi, il va y avoir autant de personnes qui travaillent autant que toi, qui vont probablement pas avoir, tu vois, la même finalité ou la même arrivée que la tienne. Je pense qu'il y a une histoire de destin qui fait que c'est
le destin qui a décidé que tu serais à cet endroit. Je crois beaucoup à ça. Donc le truc, c'est que, pour revenir à ta question, j'ai malheureusement pas les noms en tête, parce que c'est assez terrible, mais on a toujours tendance à oublier ce qui n'a pas fonctionné. Ouais, je pense. Du coup, après, je crois qu'il y a aussi, au-delà de échecs, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qu'on a vu arriver un peu en les mettant à des endroits type c'est le futur top, 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 et qui sont peut-être pas à cet endroit-là aujourd'hui, mais qui sont arrivés là où ils devaient arriver. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a d'autres trajectoires qui se sont écrites pour eux, quoi. Ouais, c'est comme tu dis, c'est le destin. Oui, c'est ça. Après, je sais pas si on est encore autant, et encore une fois, là, c'est vraiment une question. Dans cette période, tu sais qu'il y a eu plus dans le rap des années 90, où tu voyais vraiment des destins, entre guillemets, brisés par le truc de... C'était hyper nouveau, la gestion de carrière sur la durée, c'était pas réfléchi de la même façon. Enfin, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, les artistes, ils ont pu, j'espère en tout cas, bénéficier de l'expérience de leurs aînés pour, à des endroits, pas reproduire certaines des actions qui faisaient que, tu vois. Après, ouais, je pense qu'en vrai, je dis des bêtises. Il y a toujours des gens qui ont été brisés par ce truc-là, quoi. Enfin, il y en a même plus qu'on ne le pense. De toute façon, ouais, c'est proportionnel aussi. Hein. Vu que maintenant, il y a des rappeurs à tous les coins de rue. Bah, c'est ça. Et ça, d'ailleurs, c'est assez terrible parce qu'en vrai, on nous fait croire que c'est possible d'y arriver, tu vois. Genre, tous les jeunes pensent que c'est possible. Et c'est bien qu'ils le pensent. Mais en même temps, est-ce que c'est vrai? Mais je pense qu'ils le pensent dans tous les milieux. Par exemple, être influenceur, ils pensent tous qu'ils vont péter, quoi. Ouais. Mais le truc, c'est qu'est-ce que ça veut dire péter, tu vois? Gagner de l'argent. Ouais. Ça, c'est sûr que s'il faut parler de ça, les artistes qui gagnent de l'argent sont quand même plus nombreux aujourd'hui parce qu'il y a plein de façons de développer ta carrière. Puis en fonction du type de contrat que tu choisis, etc., tu peux avoir une notoriété qui n'est pas énorme, mais en tout cas réussir, tu vois, à gagner ta vie grâce à ça. Après, sur le côté genre péter comme les réseaux sociaux peuvent l'entendre, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Ouais. Tu avais une émission aussi qui s'appelait Jour de sortie. Oui. Où tu voyais passer tous les artistes avant la sortie de leur album. Tu as vu passer tout le monde. Ouais. Donc, je ne vais pas te mettre dans l'embarras, mais je vais te demander je vais pas te demander d'en choisir un seul. Mais ton top 3 des interviews, ça a été qui et pourquoi? Ouais, alors Jour de sortie, ouais, c'était l'émission que j'ai faite pour Deezer, pour qui je travaille en tant que responsable éditorial sur le rap en France. Et dans mon top 3, je dirais qu'il y a Aya Nakamura, parce que Aya, c'est une artiste que j'admire énormément, que j'ai vue arriver dans l'industrie il y a de nombreuses années, parce qu'on avait fait sa toute première interview à Move ensemble. Et c'est marrant parce qu'à cette époque-là, tu vois, là, par exemple, je ne m'étais pas dit, OK, Aya, ça va être la top star qu'elle est devenue aujourd'hui, tu vois. J'avais vu une jeune femme assez simple et on avait échangé, tu vois, mais c'était pas un truc où je m'étais dit waouh. Là où, par exemple, le jour où j'ai rencontré Ninho, première interview pour Ninho aussi, il rentre dans les studios, je fais son interview et tout de suite, en fait, je suis frappée par sa bonhomie. Enfin, je trouve qu'il a un truc et puis je trouve qu'il est trop fort musicalement et je me dis waouh, lui, ça va être une superstar, quoi. Et donc, pour en revenir à Aya, ça a été la première invitée de Jour de sortie. On n'avait pas du tout encore d'épisode, elle était déjà bien installée et elle a accepté d'être la première invitée pour le format vidéo de Jour de sortie. Et c'est vrai que ça m'avait... tu sais, j'étais contente, quoi. Et puis, c'est une artiste, encore une fois, que je respecte énormément. Donc, je dirais Aya. Après, il y en a deux autres, mais là, c'est plus pour l'échange musical où c'était genre trop, trop stimulant et incroyable. Mais c'est difficile. Bon, je vais quand même m'arrêter à 3, mais en vrai, j'ai envie d'en donner d'autres. Mais bon, je dirais Stromae. Parce que c'est l'une des conversations qui a été les plus lumineuses. Il y avait un truc dans la pièce, enfin, tout faisait que l'environnement était propice à ce que ce soit une très belle conversation. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un moment hors de
du temps. En plus, moi, c'était les débuts de ma grossesse, donc j'étais un peu dans mon glow de future maman. Donc voilà. Et puis, un moment où j'ai vraiment aussi kiffé parce qu'on a échangé plein de rêves, qu'on a à peu près le même âge, qu'on a, je pense, une idée commune du rap et du hip-hop, c'était Orelsan. Là, c'était un chouette moment. Après, en vrai, j'ai envie d'en donner plein d'autres, mais bon. Moi, tu peux en donner vite fait. Hein. Bah, vite fait, je dirais Isha, parce que Isha, c'est toujours assez fabuleux et que c'est un mec que je trouve formidable, bouleversant, talentueux. Jossman, parce que il a donné peu d'interviews et que ce jour-là, j'avais trouvé que l'échange, il était assez intéressant. Et puis, ouais, je pense que Kalash aussi, ça faisait partie des artistes avec lesquels j'avais envie de discuter parce que tout ce qu'il peut raconter de la musique, la situation de la Caraïbe par rapport à la métropole, enfin, il y a plein de choses hyper intéressantes dans son discours et sa musique. Et la dernière, parce que ça fait vraiment partie des artistes que moi, je rêvais de rencontrer parce que j'ai beaucoup d'admiration pour lui, c'est Jul. Jul, je suis vraiment hyper heureuse de me dire qu'on a pu faire une émission très organisée au moment du projet en plein Covid avec tous les artistes très organisés sur Deezer et que par la suite, cette même année, j'ai pu retourner le voir en studio au moment de son album de l'été et faire une interview avec lui, c'était un truc assez chouette. Et il est cool ou pas? Ouais. Et puis surtout, c'est un mec qui est monstrueux, quoi. Il est vraiment hyper doué. C'est vraiment quelqu'un qui se présente avec beaucoup d'humilité et qui pense beaucoup aux autres et est vraiment remarquable, extrêmement talentueux. Moi, j'étais dans la musique, hein, et on le sait tous, dans les équipes de rappeurs, les gens sont rarement objectifs. Comment tu fais quand tu as en face de toi un artiste hyper confiant et tu sens que ça va être un flop? Je pense qu'il faut dire la vérité. En fait, après, ça dépend ce que veut dire le mot flop, pour qui, des objectifs. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, avec mon métier de responsable éditorial chez Deezer, j'ai une autre réflexion sur la musique. Je ne vais pas nécessairement observer ça comme vont le faire mes homologues journalistes uniquement, tu vois. Parce que j'ai vraiment l'expérience de regarder un peu la vie d'un titre, la vie d'un album, qu'on a une observation de la data qui est assez importante dans le travail qu'on fait et qu'on est capable de voir un peu des trajectoires qui se dessinent. Donc du coup, généralement, si tu dis à quelqu'un que ce titre-là, ça peut ne pas fonctionner, tu le dis pas en te basant sur tes critères tout personnels ou tes choix musicaux. Tu lui dis en ayant une expertise de l'environnement dans lequel on travaille aujourd'hui. Après, moi, j'ai toujours été pour dire assez volontiers qu'il ne fallait pas dupliquer un truc qui marche. C'est-à-dire, si Gazo, il arrive et qu'il fait de la drill comme il l'a fait, l'idée, c'est pas d'arriver en te disant « je vais faire exactement pareil pour que ça fonctionne ». À un moment, on avait vraiment ce truc-là dans les albums, notamment de rap français, où c'était la bonne copie. C'est-à-dire, il y avait le titre un peu carré VIP, un peu taille beat à la Marseille, le morceau un peu rinté. Tu vois, c'était un peu un cahier des charges, un titre cloud, etc. Et ça, en vrai, ça peut marcher, mais ça marche dans un truc de tu sors un album qui va être consommé et oublié peut-être dans 6 mois. Après, si tu es plus dans une réflexion de te créer un univers qui te va, tu vois, avec sa radicalité, son parti pris, ça sera peut-être plus long, mais ça fonctionnera à terme parce que tu vas trouver ton audience et tu seras différencié et différent. Donc c'est plus ça, quoi. Ouais, faut être moins dans le calcul. En fait. Je pense qu'il faut être moins dans le calcul, il faut être peut-être moins dans cette idée de cahier des charges. Après, cahier des charges, tout est relatif parce qu'en vrai, aujourd'hui, les artistes avec des environnements hyper forts, hyper installés, ils ont leur cahier des charges. Donc tu sais que Dja et Dinaz, ils vont te faire un album, ils vont avoir des titres up-tempo à la Dja et Dinaz, ils vont avoir un titre comme Pala, enfin, ils vont peut-être faire des trucs un peu plus house, un peu plus Ibiza, etc. Mais ils ont posé des marqueurs hyper forts qui fait que ils ont leur cadre, mais c'est le leur. Tu vois ?
Maintenant, si toi t'arrives et que c'est pas du tout ton truc à toi et que tu dis je vais faire un titre un peu club à la Jaja et Dinaz et puis je vais faire un morceau à la Jul et puis après un truc un peu Jersey à la Kershak, forcément en fait, déjà j'ai dans ma réflexion et dans ce que je dis, je cite des noms d'autres artistes pour dire ah là, c'est jamais très bon. C'est jamais très bon de faire quelque chose à la quelqu'un pour essayer en tout cas de t'installer et pour péter c'est encore plus difficile. Ouais, tu seras que la copie de... Ouais, c'est ça. Et ce qui est après assez fantastique, c'est qu'en vrai, il n'y a rien d'écrit ou de prédestiné. Personne ne se disait que Djungeli, avec un morceau comme Petit Génie, il allait toper des scores incroyables, que ça plaise ou non, tu vois. Ou que des artistes qui font de la Jersey Drill, ou même, tu vois, de la musique plus DMV, etc., allaient devenir les futurs rappeurs, tu vois, au top de demain. On peut vraiment pas savoir ce qui se passe. Et tu peux avoir dans cet environnement-là, tu vois, un rappeur comme Lesram, qui a fait en plus partie du Panama Bandé, dont sort PLK notamment, et qui aujourd'hui fait un projet qui est un album de rap très boom bap, très, on pourrait dire, pas dans l'air du temps aujourd'hui, et qui fait une première semaine, tu vois, très jolie, et puis qui a des beaux feats, et qui a un projet qui va rester. Je pense qu'il faut se détacher un peu de cette idée de ça marche en ce moment, il faut essayer de faire ça. Et le truc aussi compliqué, je dirais, c'est ceux qui te disent « moi, je veux faire autre chose ». Ça paraît abstrait, ce que je dis. Hein. Mais quand je dis « moi, je veux faire autre chose », c'est par exemple, tu as toujours fait du rap, et d'un coup, tu dis « ouais, je vais ouvrir ». Ok, et tu fais des chansons. Mais en fait, il n'y a même pas eu de période de transition où tu as essayé d'amener ton public vers autre chose. Autant, tu vois, sur des profils comme Luigi, qui a toujours eu ce truc un peu rappé, chanté, c'est beaucoup plus évident aujourd'hui. Il sort son dernier album, Saison 00, il dit « c'est pas un album de rap ». Oui, c'est pas un album de rap, mais tu as un ADN rap, il y a des morceaux sur lesquels tu vas un peu poser avec les codes rap, et puis surtout, avant ça, tu as fait plein de titres où ça a été un peu kické, etc. Mais progressivement, en fait, tu amènes ton public vers autre chose. Et tu restes dans un environnement cohérent où tu vas avoir de la soul, de la bossa, etc., qui sont des musiques qui nourrissent elles-mêmes le hip-hop. Après, si tu as été dans un truc très rap, et qu'à un moment tu nous dis « je vais faire de la chanson », forcément, tu vois, tu vas à la fois perdre ton public, et potentiellement, en fait, c'est où est-ce que tu vas être joué, par qui tu vas être travaillé, comment tu vas t'intégrer dans l'environnement. C'est un truc dont on parle très rarement. Les artistes aujourd'hui ont énormément de pression. On parle que des chiffres de vente. C'est ça. De vues. Ouais. Et même le public n'hésite pas à aller descendre les artistes pour leurs chiffres, et à les commenter. La dépression dans le rap, c'est réel ou pas? Bah ouais, la dépression dans le rap, la dépression dans la vie. Je pense que le rap n'est pas à l'abri de ça, tu vois. Et il y a des artistes qui en parlent, et donc, tu vois, c'est hyper important parce que ça libère la parole. Je pense notamment à Isha qui a quand même pas mal parlé de toutes les difficultés par lesquelles il est passé avant d'arriver là où il est. Mais en dehors de ça, en effet, quand tu commences à accéder à cette célébrité, que tu te retrouves dans un environnement où tu as des impératifs qui sont à la fois les ventes, les streams, faire des TikTok, des trucs, des machins. Ouais, t'as plein d'artistes qui ont vachement de mal, quoi. Qui sont psychologiquement affaiblis. C'est extrêmement difficile. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait des accompagnements psychologiques pour les artistes. Il faut qu'ils soient soutenus. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a des artistes qui eux-mêmes font le choix de se faire accompagner, et c'est hyper important. Je fais du coaching média où je prépare des chanteuses, des rappeurs, des rappeuses à des runs promo. Bah, en fait, souvent, la première séance, ça a des allures de... Alors, je suis pas psy, tu vois, mais c'est un moment où tu entends toutes les craintes, beaucoup d'artistes qui parlent de leur rapport à leur physique, à leur image, aux commentaires, à la pression qu'ils subissent. Et en fait, tu te dis qu'on est vraiment dans un milieu où beaucoup de gens sont assez... c'est beaucoup, beaucoup de pression, en fait. Au-delà de parler de la fragilité des gens, c'est genre juste...
Je sais pas si les gens se rendent compte, en fait. C'est qu'à un moment, même si t'es pas suivi par 1 million de personnes, t'as quand même peut-être, allez, 20 000 personnes qui te suivent. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. T'as des gens que tu ne connais pas, qui se sont levés un matin, qui vont dire toute leur haine, qui les traverse, parce qu'ils n'ont pas aimé ton morceau. Même sans l'avoir écouté, hein, parfois. C'est juste histoire de... Ouais, c'est ça. Ou parce que parce que ta tête leur revient pas. Et puis toujours ce truc de comparer tout le monde. Et puis c'est ça aussi, tu vois, de parler des chiffres des premières semaines, etc. Genre lui, il a fait tant, mais non, mais... Enfin, tu vois, c'est de l'art, c'est de la musique qu'on fait, tu vois. Normalement, moi, je me rappelle, t'as écouté son couplet, t'as vu comment il a fait son flow, son truc, le texte de ouf, ça m'a parlé, tu vois. Ouais. Là, maintenant, t'as vu combien il a fait? Ah, le midweek, c'est combien? Ah, il a streamé tant. Ah, il est disque de je sais pas quoi. Mais en fait, on s'en fout. Oui. Moi, je me rappelle, voilà, le numéro 1 en France, c'est La Danse des Canards. Il est beau le bidet, il est laid le lavabo ou un truc comme ça, tu vois. Donc, si c'est ça les références, c'est de vendre des disques et de faire de la musique comme ça, bah, je préfère pas en vendre. Je pense je suis d'accord avec toi. Après, je pense qu'il y a les deux. Il y a des endroits heureusement bien heureux où les ventes, elles correspondent à la qualité des œuvres, tu vois. Et je pense que les œuvres qui sont largement plébiscitées, c'est des œuvres, tu vois, qui en fait viendraient à la base de ce qu'on dit le rap de niche, mais qui deviennent mainstream parce qu'ils ont un public qui a été acquis à leur cause, tu vois. Mais en gros, pour moi, l'un n'est pas antinomique avec l'autre. Là où ça me dérange, c'est quand je vois énormément de gens qui commentent ça, tu vois, et qu'on est là en train de parler du travail des artistes comme si c'était du bétail, tu vois. Genre, ah, il n'a pas vendu autant, ah, la honte, ah, ceci, ah, cela. Après, parler des ventes, c'est important et intéressant à des endroits. C'est-à-dire que moi, en tant que responsable éditorial, aujourd'hui, quand j'utilise le fait de dire « il a fait une belle première semaine », c'est dans un truc très data de ce que je fais au quotidien. Est-ce que c'est en revanche utile qu'un jeune qui écoute un artiste aille commenter ces chiffres? J'en suis pas convaincue. Tu vois, ce serait comme de dire bon, ben, ils vont passer genre une semaine à débattre sur les audiences de telle radio ou de telle télé. Après, le problème, c'est que... ou pas le problème, en fait, mais je crois que le rap, il est aussi vachement dans ce truc de compétition, d'être numéro 1, d'être le premier, que tout ceci a pris le pas sur d'autres choses qui, à la base, étaient des valeurs propres au hip-hop. C'est-à-dire, tu vois, le côté unité qui a moins aujourd'hui, quoi. Il y a un éternel débat qui anime le monde du rap depuis la nuit des temps. Pour toi, est-ce que les rappeurs ont une responsabilité à avoir quant à leurs propos vis-à-vis de la jeunesse? C'est une bonne question. Je dirais oui et non. En fait, je dirais oui parce que ça ne doit pas venir alimenter la haine ou, tu vois... Ouais, il y a des sujets sur lesquels il doit y avoir une certaine, en tout cas, responsabilité. Maintenant, par qui elle est placée? Est-ce qu'elle est placée par l'artiste lui-même? Ou est-ce qu'il y a des organismes qui se placent en étant là pour un peu réguler ce qui peut se passer? Le fait est qu'aujourd'hui, avec la démocratisation des réseaux sociaux et de YouTube, on est quand même dans un no man's land, quoi. Enfin, tu vois, il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc, ouais, il y a des endroits, des garde-fous à mettre pour éviter que certains propos soient diffusés, je dirais, à une plus large échelle. Après, c'est un sujet hyper compliqué en vrai. Moi, je me suis vaguement intéressée à la drill, qui est le courant rap numéro 1 en Angleterre. Ouais. C'est assez sombre, violent. Les mecs parlent de bagarres, de groupes qui vont se planter, et tout. Quand on voit en France, la drill aussi, elle s'installe dans les rixes. Les rixes se multiplient. Les jeunes se mettent de plus en plus de coups de couteau. Hein. Ça, c'est en plus, c'est voilà quoi. Est-ce que tu vois toi un lien entre ces deux phénomènes? Non, enfin, en vrai, pour répondre à cette question, il faudrait documenter ça de façon un peu plus précise, je pense. Il faudrait regarder en gros, est-ce que la montée des
on va dire, des bagarres avec des coups de couteau, elle correspond avec l'arrivée de la drill chez nous. Est-ce qu'on a des données précises pour pouvoir expliquer qu'il y a ces corrélations? J'essaye souvent sur ce genre de parallèle d'être très méthodique et réfléchie sur les parallèles ou les analogies que je peux faire à des endroits parce que ça peut vite déraper. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une fois un jeune qui a regardé un clip où ça drill et où les artistes parlent notamment de ces bagarres avec des couteaux et qui s'est pas dit tiens, je vais sortir avec un schlass? C'est possible, tu vois. Mais c'est combien de jeunes réellement influencés par ça? Tu sais, ce serait comme de dire à l'époque où nous, on regardait les clips de Public Enemy ou les morceaux de Tupac ou de Biggie, on n'est pas tous sortis pour buter ouais, tu vois, le producteur ou habillés comme un poussin, comme Maze pouvait l'être dans More Money, More Problem. Ça, je suis probablement peut-être la seule qui a regardé ce clip, qui a vu un pantalon kawaii jaune et qui s'est dit tiens, je vais aller en acheter un Well. Donc, je suis pas sûre, quoi. Le rap a enfin été récompensé aux Victoires de la musique. Ouais. Rachida Dati s'est rendue au DVM Show. Je sais pas si tu sais. Ouais. J'en profite d'ailleurs pour demander à Madame Dati si elle veut venir ici pour que je lui pose quelques questions. C'est avec grand plaisir. Comment tu interprètes ces signaux, toi? Bah, je pense que c'est... En fait, le truc des victoires, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a fallu que les flammes soient lancées au préalable pour que ça puisse challenger une institution en place depuis hyper longtemps. Après, encore une fois, répondre ainsi, ce serait faire un raccourci. Dans le sens où je pense que les victoires, à bien des moments, ils ont essayé de faire des choses qui ne fonctionnaient pas, mais que c'est vraiment cette année où il y a eu une réflexion autour des votants qui a été un peu différente, que des personnes issues de ce milieu-là ont été appelées pour participer au vote. Et on voit qu'en vrai, ça fait une grande différence. Quand tu votes aux victoires parmi les 32 restants, si tu fais les bons votes, t'envoies les bonnes personnes. Donc il y a aussi ce truc-là, tu vois, de qui vote à quel endroit. C'est plutôt pas mal de voir qu'à la fin, on a Aya Nakamura, Damso qui sont récompensés, Shai également, Gazo, je crois que j'ai oublié personne. Mais voilà, tu vois, et des Meryl qui sont aussi dans les artistes, tu vois, nommés. On a aussi Yamé, par ailleurs, qui a gagné aussi une victoire de la musique. Donc, ouais, cette cérémonie, elle est juste à l'image de ce qui aurait dû se faire depuis longtemps. Et je pense, encore une fois, qu'il y a eu des essais de la part des victoires au préalable, mais que l'arrivée des flammes l'an passé, même si côté flammes, il y a aussi beaucoup d'évolutions à venir pour la prochaine édition. Mais en tout cas, tout ça, ça challenge. Et donc, ça veut dire que c'est jamais bon, j'ai envie de dire... l'entre-soi. L'entre-soi. Et un autre truc qui est jamais bon, c'est le monopole. Il faut de la concurrence pour se challenger et pour aller aux bons endroits. Et après, ouais, c'est un signal en tout cas fort en termes de visibilité. Maintenant, il y aura toujours des choses discutables et à discuter autour de ces cérémonies. Toi, t'as aimé le rap parce qu'il était politisé? Ouais, je pense. Voire contestataire. Hein. Ouais. Comment est-ce que tu juges l'évolution du rap? Est-ce que c'était mieux avant? Non. En vrai, c'est différent. Il y a du rap politisé, contestataire encore aujourd'hui. Quand j'écoute un mec comme Souffrance, déjà il s'appelle Souffrance, tu vois, avec toute la dynamique autour du Be Water qui me rappelle Bruce Lee, et c'est aussi, tu vois, des figures qui ont vachement influencé le hip-hop et la pop culture, tu vois, à l'échelle mondiale. Le coupé décalé, c'est une musique, c'est du boucan, mais les mecs, ils allaient regarder les films de kung-fu, ils s'inspiraient de ça pour faire des chorégraphies. Et en vrai, ça dit autre chose de la société. Même dans la fête, tu vois, il y a quand même de la lutte qui s'installe à tous les endroits. Donc, je dirais que c'est pareil aujourd'hui dans le rap français. Il y a des albums qui sont hyper engagés pour des raisons très, très différentes. Je crois qu'un album de Shai
aussi mainstream qu'il soit, il est engagé par le fait qu'elle soit une rappeuse dans un environnement majoritairement dominé par des artistes hommes aujourd'hui. Ça va pas sauter aux yeux dans ce que ça raconte, mais dans tout ce qu'elle elle essaye en tout cas d'insuffler, tu vois, avec sa DA à elle. Je dirais qu'il y a une part de militantisme. Et je crois que c'est juste une façon de regarder aussi peut-être ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui. Pour moi, le côté militant ou engagé, c'est pas nécessairement descendre, aller aux manifs ou faire des morceaux qui dénoncent comme 11 minutes 30 contre les lois racistes, même si ça reste pour moi une œuvre centrale du rap français et qu'on aurait besoin d'avoir plus de titres comme ceux-là dans une période comme celle qu'on vit aujourd'hui. Ça, franchement, ce serait, tu vois, des choses hyper précieuses. Mais on a quand même plein de gardiens du temple, avec des rappeurs comme Rimka qui vieillissent bien dans le rap et qui sont toujours là à être à la fois des ponts entre les générations et en même temps dans les sujets qui vont être évoqués et la façon de travailler le rap, ou même Medine, tu vois, qui va jusqu'à faire des albums comme Made in France. Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Donc, je sais pas si c'est mieux qu'avant. Je pense que l'époque où j'ai connu le rap, c'était une époque où il y avait moins d'albums. Donc, du coup, tu avais peut-être plus le temps de saigner le projet. Et puis, c'est aussi ton adolescence et tout. Donc, tu restes avec un album de I.A.M comme Ombre et Lumière ou, tu vois, NTM ou Ideal G ou Kerry James par la suite. C'est des projets, tu les as écoutés, tu les as saignés. Ça va tu vois, c'est genre encore aujourd'hui, tu les connais, quoi. Là, aujourd'hui, on est dans une période où ça va beaucoup plus vite. Il y a énormément de sorties. Aujourd'hui, c'est l'ère du single. Ouais, c'est l'heure du single et puis c'est l'ère du t'as sorti un titre cette semaine et la semaine prochaine, on t'a déjà oublié, quoi. Ça, c'est malheureux. C'est beau. Comme on disait juste avant, c'est énormément de pression, quoi, pour les artistes. C'est énormément de pression pour les artistes et je pense qu'on mériterait tous d'être un peu plus, j'ai envie de dire, clément avec eux. Pas pour une histoire de connivence ou quoi, juste pour une histoire de compréhension de l'environnement dans lequel ils évoluent. Parce que ça va vraiment très très vite et que l'oubli est presque un passage, j'ai envie de dire, obligé ou déterminé dans 90% des cas, quoi. Tu as bossé, toi, sur des grosses structures, tu es chez Deezer, etc. Parallèlement à ça, tu montes, un peu comme nous, ta propre émission en indé, 100% indé, il faut le préciser. Est-ce que tu vois une grosse différence, toi? Ouais, la plus grosse différence que je vois, c'est qu'on s'amuse et qu'on est une équipe hyper soudée et qu'on a les mêmes envies et qu'on se respecte énormément les uns les autres et qu'on arrive à communiquer. Il y a un truc dans les boîtes qui est parfois assez difficile, c'est les alignements. Parce que, en fait, tu vas avoir tel service qui répond à telle guidelines, l'autre service à telle directive. Tu as vu, en plus, j'utilise des mots en anglais parce que les boîtes, on est un peu dans cette ère du... on parle, on dit remote, machin, le workflow. Enfin, c'est hyper intéressant, hein, mais c'est juste que, ouais, là, tu as cette liberté aussi de faire ce que tu veux. C'est-à-dire que là, par exemple, si on se dit, OK, on veut recevoir tel artiste, ben vas-y, si tout le monde est chaud, on le fait, tu vois. On se dit, on veut voir une chanteuse comme Fanny G qui a fait un album incroyable qui s'appelle Vous les hommes, qui a énormément influencé la pop culture par la suite. Ben on se dit, OK, tu vois, on veut voir Rimka, OK, Medine, c'est parti. Il n'y a pas de, tu vois, il faut que ça rentre là, il faut que ce soit ci. Validé par tel truc tu et tel truc. Ouais. Moi, ce qui m'a donné envie de faire mon émission, c'était que j'en avais marre de faire ce taf-là pour les autres. Dans le sens où c'est bien, hein, on m'a donné plein d'espace pour faire les choses, mais j'ai jamais senti que j'avais le lead à 100%. Tout était à discuter, etc. Et en vrai, à des endroits, ça me dérange pas encore aujourd'hui de travailler comme ça, parce que je pense qu'on va encore plus loin
en étant dans la réflexion et la discussion collective. Mais là, sur DA, on a toujours ce truc de discussion et réflexion, mais on est vraiment libre de choisir de faire les choses comme on veut. Et ça, c'est hyper plaisant. Et il y a un autre truc aussi qui est charmé, que j'ai compris en faisant DA, c'est que ce que tu fais, ça tient beaucoup à qui tu es. Pendant longtemps, tu vois, j'ai cru que j'arrivais à faire telles interviews, tel truc, parce que je bossais pour tel média, telle boîte. Et là, en fait, c'est la première fois que je fais un truc et j'appelle les gens et je leur dis « Coucou, vous venez dans nos studios, il n'y a pas de... » T'as vu, c'est petit média, petit... Et en fait, les gens viennent. Quel que soit l'endroit où ils sont dans leur carrière, franchement, sans mentir, on a aussi bien des artistes, top artistes avec plein de certifs, plein de machins, comme on disait tout à l'heure. Aussi bien, on a des profils beaucoup plus... tu vois, jeunes, d'autres plus adultes, mais qui ont des trajectoires, tu vois, hors du circuit Resta. Et c'est cool. Tu as monté ta propre émission, donc. Tu as ton poste chez Deezer. Qu'est-ce que tu dois faire après? C'est une bonne question. Je réfléchis toujours beaucoup à l'après. Mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand j'étais journaliste, déjà, je me posais vachement la question du plus tard. Et tu sais, je voyais que le streaming, ça commençait. Et puis, j'arrêtais pas de dire « Ah ouais, c'est pas mal. J'irais bien faire un tour par là et tout. » Donc, j'ai glissé comme ça. Là, je vois pas trop. Mais je pense que je continuerai d'être poussée par la conviction qu'il faut que ça ait de l'utilité à un endroit. Dernière question. Qui tu aimerais voir assise sur ce fauteuil? Qui j'aimerais voir assise sur ce fauteuil? Ah, c'est une très bonne question. Je pense que j'aimerais bien voir une jeune sur ton fauteuil ici. Je pense que j'aimerais bien voir Nifa. Parce qu'elle a un parcours de passionnée qui quitte un peu tout pour vivre son rêve pour le hip-hop. Tu sens qu'elle est vraiment dans ce truc très nerdy du rap, de comment elle regarde les artistes, comment elle... Même, tu vois, genre vraiment, elle a ce truc très, genre, limite, c'est comme un refrain, tu vois, elle va disséquer chaque ligne, etc., dans sa façon, tu vois, de regarder ça. Du coup, je trouve qu'elle a une patte et une énergie assez intéressante. Ok. Un dernier mot, peut-être? Eh ben, c'était super. J'ai beaucoup parlé. Je sais pas combien de temps on a fait, mais je pense que c'était très bavard. Ouais, donc c'est cool. voilà. Non, mais on a appris à mieux te connaître et tout. Ouais, bah ouais. Mais merci beaucoup. Bah, merci. C'était trop chouette. Merci à toi. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville.